Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Après l'euphorie apparente des années folles, les années 30, tout en poursuivant la créativité artistique de l'art déco, marquent une décennie pleine d'inquiétudes et de menaces. C'est justement dans le cadre délétère du scandale politico-financier de l'affaire Stavisky, des émeutes d'extrême droite du 6 février 1934 et de la montée du nazisme que Michel Quint, célèbre auteur d'Effroyables Jardins, situe son dernier opus, un roman policier intitulé Foxtrot et paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Dans le Lille de ces mêmes années, une série d'agressions et de meurtres semble remonter vers le mouvement des Croix de Feu en pleine conspiration contre l'État. Charles Bertin, modeste instituteur mis à pied de l'éducation nationale, va se trouver bien malgré lui partie prenante de l'enquête. Quel meilleur cadre pour évoquer cette époque que le musée des années 30 de Boulogne-Billancourt, et pour évoquer ses collections, nous retrouvons tout de suite Claire Poirion, attachée de conservation au musée. Le musée des années 30 se trouve à Boulogne-Billancourt. Il existait un musée en 1939 qui avait été créé en 1939 à l'initiative du maire de l'époque qui était André Morizet, créé par le docteur Albert Besançon, qui lui était un musée plutôt des collections de l'histoire patrimoniale de la ville en fait. Donc il y avait surtout des estampes, des cartes postales, beaucoup de choses en lien avec l'histoire patrimoniale. Et puis en regardant bien justement cette histoire, on s'est assez vite rendu compte que Boulogne s'était beaucoup développée dans l'entre-deux-guerres, au niveau de l'architecture, au niveau des industries, l'aviation, Renault, donc les automobiles, des manufactures de céramique également. Des sculpteurs avaient installé leur atelier, des peintres également. Donc il y a vraiment une espèce de foisonnement artistique à cette période-là sur le territoire de Boulogne, qui devient Boulogne-Billancourt d'ailleurs en 1922. Et donc de ce fait, voilà, le sujet et la période chronologique, le champ chronologique du musée était tout désigné, ce serait le musée des années 30. Artistiquement, on est vraiment à un moment charnière. Parce qu'on est après la Première Guerre mondiale, et c'est vrai que le premier conflit mondial est une barrière chronologique. Il y a l'art avant et il y a l'art après. Tout le monde connaît l'art nouveau et les métros et Guimard, et on voit vraiment une scission à ce moment-là. Donc c'était effectivement intéressant de commencer la bande chronologique du musée après le premier conflit mondial. Et puis alors pour la seconde partie, ça s'arrête vraiment, le second conflit est aussi une barrière chronologique, et dans les années 50, on voit un nouvel art se développer, des nouvelles tendances, des nouveaux artistes être mis en avant, et donc de ce fait, voilà, la période chronologique, le champ chronologique, c'est vraiment cette période de l'entre-deux-guerres. Le parcours muséographique du musée se décline sur plusieurs étages. Vous avez un second étage, donc là nous sommes au deuxième étage du musée, qui met en avant plutôt le portrait mondain, c'est aussi ce que vous voyez derrière moi. On a aussi une partie dédiée à l'école de Paris, qui est une école où plusieurs artistes qui venaient plutôt de l'Est de l'Europe vont avoir cette émulation autour du quartier de Montparnasse. Voilà, donc ça c'est vraiment un parcours muséographique sur ce deuxième étage. Le troisième étage, lui, est dédié aux artistes voyageurs. Donc ce sont tous ces artistes qui sont partis en Indochine ou en Afrique du Nord, qui en sont revenus les yeux émerveillés, des sujets à foison. Soit ils ont fait des études sur place, soit ils ont ensuite développé les dessins, la peinture, des sculpteurs aussi. Et puis vous avez le quatrième étage où se développe tout ce qui concerne l'art décoratif. Ce fameux art déco autour de l'exposition universelle de 1925, qui va vraiment être l'année phare pour le développement de ce mouvement artistique, qui vient un peu en réaction justement à l'art nouveau dont on parlait tout à l'heure, et surtout qui va être suivi par un art plus moderne, qui va être développé par l'UAM, l'Union des architectes modernes. Aujourd'hui, dans les semaines, les mois à venir, on va développer une petite section dans ce musée des années 30 sur les industries boulonnaises, et entre autres sur les manufactures de céramique qui se sont développées sur le territoire de la ville, également sur les usines Renault, sur l'aviation,
grand domaine de prédilection de la ville, aussi avec plusieurs industries qui se sont implantées à Boulogne-Billancourt, même si aujourd'hui il en existe, c'est un petit peu disparu. On avait fait à l'époque d'ailleurs une grande exposition sur l'aviation. On va également mettre en avant des sculpteurs ou des artistes qui avaient implanté leur atelier sur le territoire de la ville. Et on va également parler du cinéma, puisque vous aviez des studios, il y en a encore, mais il y en avait un certain nombre qui s'étaient implantés à Boulogne-Billancourt. Donc l'histoire du cinéma à Boulogne est importante. Michel Quint, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur qui, comme son nom l'indique, n'est pas installé aujourd'hui en Essonne, parce que nous avons le plaisir de vous recevoir dans le musée des années 30 à Boulogne-Billancourt, et ce choix de lieu en fait est en rapport avec votre dernier ouvrage, un roman policier, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson et qui s'intitule Foxtrot. Et comme je viens de le préciser, nous sommes dans le musée des années 30. En général, nous faisons réagir notre invité au lieu dans lequel nous le recevons. Et aujourd'hui, j'ai envie de coupler justement ma question sur le lieu avec déjà une question sur votre roman, à savoir que justement, les années 30 sont le cadre, plus que le fond de décor, vraiment un élément très important du roman, que ce soit déjà par le titre qui correspond à une chanson, que ce soit par l'évocation de certains artistes, des vêtements comme Madeleine Violet, des voitures comme des Pan Arlevassor, etc. Donc je voulais vous poser comme question, pourquoi ce choix du cadre des années 30 ? Est-ce qu'on peut parler d'un roman d'atmosphère et en quoi les années 30 vous marquent ? On peut effectivement parler d'un roman d'atmosphère, auquel cas il faut l'installer, l'atmosphère. Voilà. Et on sent que vous avez pris du plaisir à le faire. Oui, j'ai pris du plaisir, et puis c'était une nécessité, mais c'était aussi quelque chose que je maîtrisais à peu près, puisque je suis né en 49, donc mon enfance c'est les années 50. Les années 50, j'avais des parents et surtout des grands-parents qui, eux, étaient nés à la fin du 19e et qui s'étaient meublés dans les années 30. Donc le décor de votre enfance... Le décor de mon enfance, c'est le décor des années 30. D'accord. C'est ces petits guéridons, c'est ces petits meubles en marqueterie, bon, voilà. Et donc j'ai eu aucun mal à retrouver cette atmosphère, au moins des intérieurs, du mobilier, parce que mes grands-parents étaient mineurs tous les deux, et donc un milieu modeste, on ne jetait pas, quand on avait acquis quelque chose, on le gardait. C'est un mobilier solide, les années 30. C'est du costaud, c'est oui. Du robuste, et puis c'est quelque chose qui finalement est revenu à la mode. Alors pas chez moi, je suis désolé, mais j'ai plein d'amis qui recherchent ce côté, ce mobilier art déco des années 30, et architecturalement aussi, bon, la Villa Cavrois, tout ça, c'est... Oui, parce qu'il faut dire, et on va le voir dans le roman, que vous venez de Lille, d'ailleurs là où se passe votre roman, et que Lille est aussi une métropole extrêmement importante concernant l'art déco et toutes ces choses-là. Oui, parce qu'on n'est pas loin de la Belgique, et qu'à Bruxelles, il y a une souche, art déco, vivier, design, art déco, bien sûr. Très, très important. Et puis, ce que je mentionnais à l'instant, la Villa Cavrois. Cavrois est encore une agence immobilière importante dans la métropole lilloise, et c'est l'héritier. Et j'ai pu voir les premiers dessins de la Villa Cavrois par Mallet Stevens, que l'héritier Cavrois a toujours chez lui. Villa qui est désormais ouverte au public à nouveau. D'accord. Donc, cette atmosphère, oui... elle vous est familière, c'est pas qu'un fond de décor arbitraire. Et ça me paraît important que l'atmosphère soit installée. Comme disait Balzac, si je me souviens bien, il disait que les personnages étaient nécessités par l'intention voquée, par exemple. Bien sûr, bon, qu'il évoque très en détail au début du Père Goriot. Eh ben, je ne le fais pas exprès, mais c'est une nécessité pour moi aussi que d'installer l'atmosphère pour pouvoir y faire évoluer des personnages. Qu'ils soient en harmonie avec le cadre. Alors c'est une chose qu'on ressent tout à fait quand on lit votre roman, et c'est assez complet parce que là on évoquait surtout donc le mobilier, j'ai un peu parlé des voitures, quelques artistes et tout, mais déjà rien que le titre Foxtrot, qui correspond à une chanson précise dans l'ouvrage qui s'appelle Dessous de fleurs, et une espèce de chose qui revient de manière lancinante dans l'œuvre. Alors là cette fois-ci je vais vous interroger plus sur l'aspect musical. Vous avez aussi voulu donner une espèce de musique de fond à cette composition. Quel est le rôle de ce
foxtrot dans le titre, dans la composition. Mais parce que le foxtrot, c'est quelque chose de très enlevé, de très enlevé, de très comment dire, on dirait glamour presque. Mais c'est un côté opérette. Dessous de Fleurs, c'est une opérette qui avait été financée, il en a financé 2 par Stavisky, qui avait acheté l'Empire. L'Empire, le fameux musical où Jacques Martin qui a fini par brûler d'ailleurs. Ses émissions qui finissent par brûler. Bon. Et ce foxtrot était chanté par Saint-Granier, grande vedette de l'époque. Et quand j'ai fait des recherches, en commençant par Stavisky, je suis tombé là-dessus, sur ce Dessous de Fleurs. Sur le net, j'ai pu écouter Dessous de Fleurs. Et comme vous le constatez au début du roman, je retranscris les premiers vers. Et j'étais chez une amie dans le Sud qui a une fille qui a 20 ans. Et j'écoutais pratiquement en boucle cette chanson, le foxtrot de Dessous de Fleurs, et il y avait un verbe que je n'arrivais pas à entendre. Et cette Clémence, cette fille qui a 20 ans, passe à côté de moi et me dit « C'est quoi ça ?» Je dis « Fossé des générations, oui. » Et elle me dit « C'est vachement bien !» Ça lui a plu. Et là, je me suis dit, si une fille de 20 ans, aujourd'hui, trouve vachement bien un foxtrot des années 30, c'est que ça peut parler. Donc, ça m'a conforté un peu dans l'idée que je pouvais partir de là, partir de cette mélodie. Et cette mélodie, c'est aussi l'ambiance, c'est aussi l'atmosphère. Donc vous aviez besoin comme ça de cette mèche musicale, voilà, mais j'en ai toujours besoin. Anime, d'accord, partout, toujours. D'accord. Toujours on retrouve de la musique dans vos compositions. Voilà. D'accord, de la musique avant toute chose alors. Voilà. D'accord, ouais, très bien. Ouais. Alors, on va reparler de Stavisky, parce que c'est vraiment quelqu'un de très important dans le roman, mais je veux continuer sur le cadre, parce qu'il est presque un personnage en fait de votre œuvre, et cette fois-ci on va l'élargir à la métropole lilloise. Le roman commence à Paris, on va en reparler, mais très très peu de temps. Il a un tout petit épisode en Belgique, mais l'essentiel du roman se passe à Lille. Je crois que vous-même vous êtes lillois, le choix de la métropole lilloise c'est un choix de confort, c'est un choix qui est plus prégnant pour vous. Pourquoi le choix de cette métropole lilloise ? Bon, je situe la plupart de mes romans dans le Nord et dans la métropole lilloise, mais là c'était d'autant plus intéressant que le roman commence le 6 février 1934. Tout à fait, le jour des émeutes. Jour des émeutes où les ligues d'extrême droite tentent de renverser la République, de tuer la Gueuse et de prendre le pouvoir pour le rendre au duc de Guise, qui est exilé en Belgique. Au prétendant. Remettre un monarque, remettre un roi. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a eu les mêmes émeutes en province, dans les grandes villes de province. Donc le choix de Lille, là, c'est dire aussi, il n'y a pas qu'à Paris. Il y a une onde de choc, Il y a une onde de choc, et tout ça a été concerté. Et effectivement, le roman est aussi fondé sur cette menace importante des ligues d'extrême droite qui ont mis en place tout un système qu'on appelle le système des dispos pour les croix de feu. Hein, dont le héros va faire partie. Ces voitures, et d'où l'intérêt aussi pour les voitures. Parce que ces voitures étaient prêtes à converger de tous les coins de la province vers les grandes métropoles provinciales et prendre le pouvoir dans les métropoles provinciales. À partir de là, la France était conquise, même si Paris n'était pas pris. D'accord, très bien. Donc c'est aussi, bien sûr, un instrument factieux. Voilà. La voiture devient un instrument factieux et vous montrez que c'était la France qui était menacée, pas que Paris, à travers un cas précis, celui de Lille, que vous connaissez bien. Oui. Alors, évidemment, on s'est intéressé aussi ici au décor des années 30, mais ces années 30, vous ne faites pas qu'en exploiter le décor. On vient de le dire un peu à l'instant, il y a tout un contexte sociopolitique qui est extrêmement intéressant, qui parlera à certains. On vient d'évoquer les émeutes du 6 février 34, qui elles-mêmes font écho en fait à cette fameuse affaire Stavisky. Peut-être que c'est d'ailleurs le moment tout de suite de dire qu'est-ce que ça a été, parce que tout le monde connaît ce nom, c'est resté, mais qu'est-ce que ça a été l'affaire Stavisky ? Stavisky, ça a été un petit escroc d'abord, un type qui faisait fabriquer des faux, en particulier des faux bijoux, et puis qui l'escroquerie jusque-là à la petite semaine. À la petite semaine. Et puis, il est arrivé un moment où quelques vrais bijoux, il les a utilisés qu'il possédait, sur lesquels il avait réussi à plus ou moins mettre la main, il les a utilisés comme caution pour créer des bons aux porteurs. Bons aux porteurs d'abord au crédit municipal d'Orléans et ensuite Bayonne. Alors je vais vite évidemment, mais le chemin entre les deux, ça dure pas très longtemps, ça dure quelques années. Mais il arrive à mettre dans la combine des députés, des ministres,
Oui, vraiment, ça devient politique maintenant. Ça devient énormément politique. Toute la République est pratiquement corrompue. Enfin, au moins auprès du citoyen. L'impression que ça donne, quoi. Et tous pourris, quoi, comme on dit aujourd'hui. C'est ça. Et évidemment, les ligues d'extrême droite vont faire leur miel de ça. Et l'affaire Stavisky, c'est l'affaire je dirais, d'un symptôme de maladie. Stavisky est un symptôme. Stavisky, c'est la fièvre de la République. Peut-être un peu déjà, parce que c'est des années de transition, finalement, les années 30. Sont des années où le radical-socialisme a montré ses limites, et on va vers le Front populaire. On va vers un gouvernement de gauche qui va donner des acquis aux classes populaires, aux classes laborieuses. D'un côté, mais aussi finalement l'effondrement in fine de ce régime pour aller vers, et vous le montrez bien quand même. Oui, mais c'est un îlot en Europe, parce qu'il y a Hitler en Allemagne, il y a Mussolini, et puis il y a Franco. Absolument. Les fascismes servent la France. Voilà, les fascismes servent la France. Ils ont déjà des petites mèches aussi. Franco, c'est 36, ça va arriver. Hitler, mais au moment 33. où Blum arrive en France, Franco arrive en Espagne. Donc c'est quand même compliqué. Alors justement, donc on voit tout l'intérêt de ces années 30, et au-delà de votre roman, si on regarde un peu, on voit qu'en ce moment, là je parle maintenant en 2016, si on est un peu attentif, on regarde que dans plusieurs créations, que ce soit des téléfilms, d'autres romans, il y a et vous disiez tout à l'heure des amis qui ont un engouement pour le mobilier, il y a une espèce de goût étrange, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est amusant de voir comme il revient pour ces années 30. On a eu un film sur Stavisky, bon moi ça fait très longtemps que je savais que j'allais vous recevoir, ça n'est pas du tout lié à ce qui s'est passé la semaine dernière. Avec beaucoup d'erreurs. Voilà, avec beaucoup d'erreurs, mais qui montrent l'intérêt quand même Donc un film sur Stavisky la semaine dernière à la télévision, j'entendais la belle-fille de Michel Delpech, qui donc fait aussi des romans policiers, qui a fait un roman policier comme toile de fond Stavisky, vous-même, etc. Comment est-ce qu'on comment vous expliquez ce goût, bon vous l'avez un peu expliqué vous par vos origines familiales, mais comment ça se fait que tout d'un coup dans l'art ressurgit cette époque, qu'elle intéresse, est-ce qu'elle dit quelque chose de la nôtre? Elle nous dit qu'il faut faire très attention. Alors c'est pas un écho, c'est pas un copier-coller, mais elle nous dit qu'il faut continuer à faire confiance à la politique, qu'il faut continuer à faire confiance aux hommes politiques, même s'il faut faire le ménage. Et se méfier de la réduction tous pourris. Voilà, se méfier de ça. Tous les hommes politiques sont pas des salauds, non pas des comptes en Suisse, la plupart, la grande majorité des hommes politiques donnent leur vie pour la politique et se dévouent et passent leur temps à négliger leur famille, je dirais, pour se consacrer à leurs concitoyens. Donc, ce roman, pour moi, c'est juste un petit clignotant rouge. Dire attention, on a déjà fait cette ânerie-là. Oui, parce que dans votre livre, on voit même plein de rappels, enfin, à plein de moments, j'attendais de vous recevoir pour vous poser la question, mais en lisant votre livre, à plein de moments, si on ne savait pas à quelle époque ça se passe, on pourrait dire, tiens, c'est une critique de notre société. Les rapports du patronat et des employés, les difficultés sociales, effectivement, cette impression de corruption généralisée dans la politique. Les médias. Les médias, effectivement, alors c'est plus la presse à ce moment-là, mais quand même. Également, cette montée du fascisme, parce qu'on voit les Croix de Feu qui étaient quand même le parti extrémiste à l'époque, et si on cachait vraiment les éléments d'époque, on pourrait croire que c'est notre époque. Vous avez voulu avertir, vous disiez clignotant. Oui, mais si on se... Enfin, tout le monde peut l'écouter sur le net. Le discours de Léon Blum aux obsèques de Salengro, qui dit clairement, quand un pays a une presse, c'est pas la politique qui est pourrie, ce sont les médias, c'est la presse. Pourquoi il manipule la vision de ça manipule complètement la vision des citoyens. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la nation qui est malade, qui est en danger. Quand la presse, à l'époque, on dirait les médias maintenant, à l'époque c'est la presse, c'est Prouveau, c'est Jean Prouveau, oui, qu'on voit apparaître dans votre roman. Le patron de la Lainière à Roubaix, qui est aussi le patron de mon beau-père. Un énorme patron de presse, par la suite. Voilà, le soir. Absolument, entre autres, oui. Bon, quand cet homme-là intervient, c'est lui qui fait l'opinion. Et Léon Blum pointe cela, et il attribue évidemment la mort de Salengro à l'influence néfaste de la presse, qui pourrait être une influence positive, mais ce n'est pas le cas. D'accord, parce que peut-être que le malheur fait plus vendre que de dire que ça ne va pas si mal. Et ça c'est très actuel. Si on regarde le rôle des médias dans la lutte antiterroriste actuellement,
J'ai pas d'opinion là-dessus, mais je dis que on joue avec le feu. On joue quand même avec le feu. On est en apprenti sorcier là. Alors, vous évoquez Salingro, et c'est un personnage à la fois secondaire et quand même assez important de votre roman. On va en venir à l'intrigue pour que les gens comprennent mieux. Bon, nous sommes dans la métropole lilloise dans les années 30, et tout d'un coup, cette métropole est marquée par une sorte de vague rouge, une suite de meurtres, de délits aussi, de vols, bon voilà, dont on a l'impression quand même qu'ils sont tous corrélés, et qui sont non seulement corrélés, mais liés à ces milieux d'extrême droite. Et Salingro, en tant que responsable, premier magistrat de la ville, se doit quand même, policier, bien sûr, évidemment, d'éclaircir cette situation. Il fait donc appel à un policier et va se trouver impliqué là-dedans le neveu d'un policier qui est un instituteur ordinaire, qui est vraiment mêlé à ça. Alors, un hussard noir de la République. Mais complètement par hasard, et même à la faveur d'un petit écart de comportement dans l'éducation nationale, mise à pied. Bon, est-ce que vous voulez à la fois est-ce que j'ai bien résumé l'intrigue? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Et surtout, dire quelque chose de Roger Salingro, à savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu aussi être aussi précis sur on sent que vous ne l'évoquez pas comme un personnage secondaire, mais qu'il y a quelque chose d'une admiration, qu'il y a quelque chose d'une volonté de rétablissement d'une image plus juste de ce personnage qui est mort, rappelez-le aussi, dans des conditions tragiques. Qui s'est suicidé parce que son image avait été salie de façon indue. On a dit qu'il avait déserté pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui n'était pas le cas, c'était l'inverse. En fait, il était allé sauver un camarade, récupérer un camarade blessé, et il avait été capturé à cette occasion, et puis il a été captif. Oui, c'est un personnage important à Lille, et c'est pour moi un souvenir un peu émouvant, parce que le bureau de Roger Salingro à la mairie de Lille est intact. Le mobilier, le décor, tout ça. Tel qu'il a fermé la porte le soir de novembre 1936, le bureau est resté tel. Et c'est Pierre Mauroy qui me l'a fait visiter. D'accord. À deux. Un autre maire de Lille, plus tard. Autre maire de Lille, qui était devenu un peu, je dirais pas un ami, mais quelqu'un que je voyais assez régulièrement. J'ai écrit sa geste, le mémoire de sa vie pour ses 80 ans. Donc, Salingro, c'est tutélaire pour un Lillois, vraiment. D'accord. Donc dès lors que vous situiez ça dans l'espace de Lille, dans ces années-là, la personnalité de Salingro était inévitable. Bon. Mais alors à côté de ça, on va revenir à ce que c'est génériquement. Votre livre, c'est un roman policier. Quels sont les ingrédients policiers de la poétique de Michel Quint? Comment Michel Quint fait des romans policiers? Là, c'est très sot, là. Je vous livre le secret, le détail. Il y a toujours un petit déclencheur, comme disent les profs. Le déclencheur, là, c'est quand je m'intéresse à ces émeutes du 6 février 1934, je m'aperçois qu'il y a une quinzaine de morts, dont un qu'on n'a jamais identifié. Jamais. Encore maintenant, on ne sait pas qui c'est. L'écrivain, c'est pain béni pour lui. Je dis, moi, je sais qui c'est. Vous l'inventez. Je le garde, ce mort authentique, mais je lui invente une identité, et je lui invente une vie, une fonction, et je le relie à Stavisky. Et à partir de là, j'ai plus qu'à dérouler. C'est tout simple et tout bête. Donc vous êtes parti de la notion de personnage. Je suis parti de cette notion de personnage complètement inconnu et anonyme, non identifié, mort au soir du 6 février 1934, et à qui j'attribue une vie auparavant, et à qui je fais endosser toutes les conséquences, puisque ce soir-là, il y a une petite danseuse qui est au chômage, puisque Stavisky est mort un mois avant. Donc l'Empire. Donc l'Empire s'est fermé, dessous de fleurs, ça ne joue plus. Donc elle a plus d'argent, même plus de sous pour acheter des fleurs. et donc... Elle assiste à la mort. À cette mort. Elle l'emmène à l'ambulance dans un bistrot pas loin de la Concorde, où on soignait effectivement les blessés. Et là, il y a une enveloppe. Et là, il y a une enveloppe. Elle prend cette enveloppe parce qu'elle se dit, il y a peut-être de l'argent dedans, hop, c'est nécessité. Et il se trouve que c'est une fille de l'assistance et que la vie parisienne, elle n'a plus d'engagement, elle n'a plus rien. Donc elle va retourner à Lille, là où elle a passé son enfance et où elle espère qu'elle pourra vivre en faisant quelque chose dans un cabaret. Voilà, plus confortablement. Oui, parce que ça aussi, c'est typique de l'époque.
elle fait du cirque nu. Oui. Et le cirque nu, ça existe à l'époque. Maintenant, ce serait pratiquement scandaleux. Maintenant, on parlerait de boîtes porno, quoi. À l'époque, non. À l'époque, des cabarets comme Tabarin, comme ça, on fait du cirque nu. C'est-à-dire que des dames font du trapèze à poil. Tout à fait. Absolument. Voilà. Et elle a du coup beaucoup d'admirateurs. Et du coup, en arrivant à Lille, bon et mauvais pour elle. Bon. En province, c'est moins répandu. Et quand elle arrive à Lille, auréolée de sa gloire parisienne, alors là, elle fait un tabac total. Sauf que ça ne lui porte la mort pas l'attend, bien sûr. bonheur. Et c'est là que l'intrigue policière commence, mêlée avec les affaires politico extrême droite, bien sûr, droite, etc. Et mon Charles Bertin, mon instituteur, qui lui au début n'a rien demandé au peuple, n'aurait jamais dû se trouver là-dedans, qui a rencontré cette Lisa Kaiser et qui lui aussi est tombé sous le coup de. Pourtant, elle était habillée quand il la croise. Oui, mais enfin, le visage n'était pas mal non plus. Je crois que vous la comparez à Jean Harlow ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un peu ça. Physiquement, c'est ça. C'est pas mal quand même. Oui. Alors, du coup, vous me fournissez la question suivante, parce que je vous demandais à l'instant quelle était un peu votre poétique. Vous l'avez bien expliqué, partant d'un personnage, puis comment tout ça se déroule. Mais il y a aussi dans votre roman un érotisme prononcé, pas seulement avec cette danseuse nue. Tous les personnages sont des corps un peu incandescents et à la faveur d'un événement ou d'un autre, ne demandent qu'à s'exprimer. Est-ce que l'érotisme pour vous, c'est une composante nécessaire de vos romans en général, du roman policier en général? Comment ça s'insère? Pourquoi tout cet érotisme? C'est une dimension réaliste, quoi. Je veux dire, la chair est faible. Oui, mais mes personnages mangent aussi. Oui. Ils vont souvent au café, boire, je ne vais pas citer d'autres écrivains, mais si je pourrais citer certains écrivains de best-sellers américains où leurs personnages ne dorment pas, ne se lavent jamais, ne mangent jamais, ne boivent jamais, ou alors éventuellement un petit truc. Donc manque toute l'épaisseur humaine. Voilà, il manque le corps. Or, l'érotisme, c'est le corps. Et puis, alors, ma femme, si vous lui posiez la question, elle vous dirait que là, ça me permet de réaliser mes fantasmes. Voilà, c'est une question. Quand elle a lu ça, elle disait à mes copains, elle disait, il n'a pas pu l'inventer, ça. Il n'a pas pu l'inventer. Elle s'est posé des questions, du coup? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'infidélité aussi dans votre livre, parce que tout le monde est infidèle. Oui, mais moi, je suis un type très fidèle. Hein, bon, d'accord. Attention, c'est enregistré. Donc... Oui. Je crois qu'elle a mauvaise mémoire, ma femme, c'est ça. Très bien. Ça pourrait être ressorti contre vous. Vous savez, maintenant, à l'époque de l'image, c'est terrible. Ce qu'on dit est gardé contre soi. D'accord. Non. Donc vous êtes fidèle, on peut l'enregistrer, il n'y a pas de souci. Complètement. Et puis j'ai surtout de l'imagination. Très bien. Donc vous saurez de toute façon quoi répondre, même si vous étiez coincé. Voilà. Alors, encore un autre élément de votre poétique. Donc on a vu comment un roman policier démarrait chez vous, on a vu aussi quelle place l'érotisme pouvait occuper. Il y a un personnage qui, alors, dès le début, avant même que je sache, en lisant votre livre, que ce personnage allait apparaître, je ne crois pas du tout qu'il serait dans votre livre, bon, j'ai pensé tout de suite à son influence, j'ai marqué immédiatement, poser une question sur Simenon. Et on sait que Simenon, à la fois, était d'abord presque une machine à fabriquer des histoires, et je ne le dis sans intention dépréciative, mais c'était quand même quelqu'un qui a écrit un nombre d'histoires, de scénarios incroyables, en particulier policiers, et il est dans votre histoire. Oui. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans votre façon de faire des romans une influence de Simenon? Que pensez-vous dans l'absolu de Simenon? Et pourquoi est-ce que Simenon, tout d'un coup, apparaît dans le roman? Alors, Simenon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu dans ma vie, quoi. Et puis, j'ai même fait une conférence une fois au Châtelet. Dans le cadre de Paris est un roman, un truc comme ça. Donc il ne vous est pas indifférent. Donc il ne m'est pas indifférent, et c'est surtout aussi le seul héritage de ma belle-mère. Ma belle-mère m'a légué les œuvres complètes de Simenon. D'accord. Elle est morte à 94 ans, donc j'ai dû attendre un bout de temps, mais vous avez hérité de ça. J'ai hérité des œuvres complètes de Simenon. Bon. Que j'ai lues. D'accord. Que j'ai lu avec grand plaisir. Évidemment. C'est un grand écrivain. Je sais qu'il est de bon ton maintenant de dire que c'est nul. Ça qu'on reconnaît en général, sa capacité à bâtir des histoires qui est quand même extraordinaire, et on juge que le style est un peu plus faible. Oui, mais le style, il est faible, mais bon, encore une fois, je ne vais pas dire du mal de certains confrères, mais il est largement supérieur à ce qui se fait aujourd'hui. Hein. D'accord. C'est des aveugles, les bandes sont rois. Mais quand il dit dans Maigret et son voleur, par exemple, le premier chapitre, où Maigret est dans le bus, les plateformes arrière, bien sûr, il regarde le cabas d'une petite vieille et il dit elle a acheté un poireau, puis elle a pris du navet, c'est bien, les carottes, impeccable, elle va se faire un pot-au-feu, et tout est là-dedans,
toute Dans cette l'humanité. évocation ordinaire, c'est le détail Voilà. qui donne le côté vivant, le côté Voilà, à réaliste. partir de là, on est dedans. Il vient nous ouvrir les portes. On est chez lui. Il a tiré une chaise, on s'assied, et Simenon nous raconte. Alors, évidemment, c'était aussi, en dehors de l'écrivain, c'était aussi un personnage sulfureux, hors du commun. ambigu. Bon, je renvoie évidemment à la bio de Pierre Assouline, Bien sûr. qui est remarquable et qui a déjà quelques années, mais qui est toujours remarquable. Et Simenon avait été engagé par Jean Prouvost Absolument. pour trouver l'assassin d'Albert Prince. Albert Prince, qui était conseiller à la cour d'appel côté financier, et non pas procureur, comme le dit Rome, téléfilm, le téléfilm. ouais. Et il n'était pas procureur, il était conseiller à la cour d'appel. On parlait de mon fils et aussi conseiller à la cour d'appel. Ah, c'est pour Donc, ça, d'accord. Je sais très bien de quoi il s'agit. Et donc, Simenon est engagé ès-qualité. On le voit, on voit cette scène Oui. dans votre... Voilà, il est dans une partie de chasse, Voilà. dans la campagne Jean Prouvost lilloise. dit j'ai engagé le père du meilleur détective Maigret, donc le père c'est Simenon, et je l'ai engagé. Et Simenon va se faire rouler dans la farine, parce que évidemment que c'est un littéraire, c'est pas du tout quelqu'un qui a des contacts dans le milieu, ni dans la police, ni nulle part. Oui. Et donc il va se mettre en contact avec une espèce d'aigrefin, moitié escroc, enfin du milieu, et qui va l'aiguiller sur les fameux Spirito et Carbone. Hein, on se souvient du film de Doré, Borsalino, Absolument. hein, avec Alain Belmondo et Delon. Belmondo, bien sûr. C'est de là. Et on va lui servir sur un plateau. Sauf que il va se vanter d'avoir dénoué l'énigme Albert Prince, suicidé ou tué parce qu'il aurait favorisé les affaires de Stavisky. Sauf que les deux ont un alibi. Et il va passer pour un crétin total. Oui. Parce que Simenon est à l'époque un personnage mondain aussi. Et qu'il se fait manipuler par Jean Prouvost, politique. Oui, puis que c'est une chose de manipuler tous ces aspects-là dans un livre et de le faire dans la réalité. Voilà, absolument. D'accord. Mais j'ai une grande admiration pour Simenon. Voilà, donc finalement, il y a une espèce de petit clin d'œil, une petite mise en abîme. Il a sa raison logique par rapport à l'intrigue générale de se retrouver là. Bon, vous auriez pu aussi ne pas évoquer cet aspect-là. Mais du coup, c'est un des charmes de votre roman de voir apparaître ci et là de vrais personnages mêlés à ceux que vous inventez. C'est aussi ça qui donne la couche de réalisme. Et justement, parce qu'on évoque les vrais personnages, et pour un peu conclure cette émission, alors il y a un détail amusant. Je ne savais pas du tout, et vous imaginiez absolument pas venir sur le modeste plateau de l'Essonne en Auteur, mais à la fin, les méchants sont punis et démasqués, et notamment l'un d'eux, eh bien, puisque la peine de mort existait toujours dans les années 30, est condamné à mort. Et vous rappelez qui était l'homme des bas œuvres, et c'est plus qu'un homme, parce que c'est quasiment une dynastie, c'était une famille qui s'appelait les Debler, dont le dernier, je crois le plus connu, s'appelait Anatole. Oui. Et alors j'ai le plaisir de vous apprendre peut-être que Anatole Debler est enterré à Boulogne, au cimetière de Boulogne. Alors Debler, Ça je ne savais pas, mais c'est un Debler, personnage lui aussi. oui, c'est un personnage. J'ai lu les carnets de Debler il y a une vingtaine d'années, et j'avais écrit un roman noir pour les éditions Rivage qui s'appelait La Belle Ombre, et où Anatole Debler était un des personnages qui traversait le roman, parce que il a quand même pas mal officié dans le Nord. En particulier, c'était un personnage assez captivant parce que, en particulier, il a exécuté les fameux chauffeurs du Nord à Saint-Omer. Ils étaient 4 et il avait pris le pari. Alors je ne sais plus quel est le timing, mais il avait dit, moi je voulais faire en moins de 2 minutes. Là. C'est de l'humour noir. Voilà, moins de 2 minutes. Et il avait pris les paris et il a fait 1,54. Donc il a tenu Alors, ses engagements. je ne garantis pas le timing, c'était peut-être moins de 5, mais il a gagné son pari. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un chirurgien du CHR de Lille, à l'époque, lui avait acheté la thyroïde d'un des condamnés pour tenter de la greffer. Ah mon Dieu. Voilà. Et, bon, voilà, donc Anatole Debler, puis il est mort gare du Nord, il est mort d'un... Donc ça me concerne aussi, j'y pense. Mais oui, c'est la gare par laquelle Voilà, quand je reprends mon train pour Lille ou que je débarque à Paris, j'ai envie d'ôter mon chapeau et dire bonjour monsieur Debler, il est mort sur un banc d'un infarctus. Et oui, c'est un personnage étonnant. Bon, il y a eu Samson le Bro, puis c'est l'héritier évidemment
de Dumas, quoi, des Blair. Lui aussi, c'est presque un personnage de roman plus vrai que nature. Bien sûr. Eh bien, écoutez, Michel Quin, je pense que si on aime le Nord, si on aime l'art déco, les années 30, des personnages campés, réalistes, le roman policier, Foxtrot est le roman tout indiqué, un roman d'atmosphère que nous avons adoré à l'Essonne en Hauteur et dont nous avons vu le musée des années 30 avec le décor qu'il offre comme un prolongement esthétique d'éléments qu'on retrouve parfaitement dans votre roman. Donc on vous remercie vraiment vivement de votre venue sur le plateau de l'Essonne en Hauteur. C'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au numéro prochain de l'Essonne en Hauteur. Au revoir.